Alors, allons-y. Allons-y avec notre webinaire de ce midi. Bonjour, bienvenue à tous. Mon nom est Mélanie Baudouin. Je suis coordonnatrice de l'équipe en changement climatique à l'Institut national de santé publique du Québec. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce midi en remplacement de ma collègue Nathalie Labonté qui a pris congé pour planter des arbres aujourd'hui, donc une des façons de lutter contre la chaleur. Nous en sommes déjà au 10e anniversaire, au 10e plutôt de cette série de webinaires sur les changements climatiques et la santé. Ces webinaires qui sont une occasion de rencontre entre le milieu de la recherche, les acteurs de la santé publique, mais aussi les intervenants de la société civile qui ont des leviers d'action pour l'adaptation au changement climatique. La présentation d'aujourd'hui abordera la création des indicateurs liés aux épisodes de chaleur et de froid extrême au Québec. C'est une durée d'environ 30 minutes. Vos caméras et vos micros ont tous été fermés. Vous pouvez inscrire vos questions dans la fenêtre de clavardage. Le webinaire est enregistré et sera déposé sur le site web de l'INSPQ. Il sera donc possible pour vous de le visionner en différé et de le relayer dans vos réseaux de contacts. Je vous présente maintenant notre conférencier, mon collègue Ray Boustinza, qui est conseiller scientifique à l'Institut national de santé publique du Québec. Il détient un doctorat en médecine et une maîtrise en épidémiologie et en gestion de projet. Il travaille également en évaluation des impacts sur la santé des événements météorologiques extrêmes à l'INSPQ, tant au Canada qu'à l'international, et ce depuis plus de 18 ans. Il a participé à la conception, la mise en œuvre et le maintien du système de surveillance et de prévention des événements météorologiques extrêmes suprêmes. Ray, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je te cède la parole. Attendez, je vais comparer. OK, mais merci Mélanie. Bonjour tout le monde. Cette webinaire a deux objectifs. D'abord, présenter le processus pour déterminer les valeurs seuil de température à partir desquelles la chaleur ou le froid peuvent devenir une menace pour l'état de la santé de la population et pouvoir ainsi entamer des mesures d'adaptation. Le deuxième objectif, c'est d'écrire les difficultés liées à l'établissement de ces seuils de température, mais des difficultés, on va voir plutôt les difficultés reliées pour le froid. Dans le plan de la présentation, c'est une présentation de vingtaine, trentaine de minutes. D'abord, je veux toucher les indicateurs d'exposition. On va parler un peu des indicateurs d'impact sur la santé. Après, on va discuter un peu sur les valeurs seuil de froid, et spécifiquement pour la population générale, pour les enfants sortant à l'extérieur lors de la récréation, pour les personnes en situation d'itinérance et finalement, on va faire une petite conclusion. Donc, d'abord, je vais faire avec vous une révision des deux concepts importants pour la santé publique. D'abord, la surveillance et après la vigie et surtout voir les différences qui existent entre les deux. La surveillance sert à détecter les tendances de l'état de santé de la population afin d'orienter la planification des services. La vigie sert à détecter une menace à la santé de la population et à mettre en œuvre une intervention afin de la réduire ou la éliminer. Donc, pour la vigie, il y a deux concepts aussi importants. Ce sont les indicateurs d'exposition et les indicateurs d'impact sur la santé. C'est la relation entre ces deux indicateurs d'exposition et d'impact qu'on peut arriver à déterminer des valeurs seuil d'exposition. Ces valeurs seuil d'exposition vont nous indiquer à quel moment l'exposition peut devenir un danger, un risque pour la santé. Et c'est justement ces valeurs seuil qui sont utilisées pour la vigie pour détecter une menace. Donc, les valeurs seuil est un concept important, même très important pour la vigie, à cause que ces valeurs vont nous permettre d'entamer le moment adéquat pour entamer des interventions d'adaptation. Donc, la première question qu'on doit se poser concernant les indicateurs d'exposition, quel est le meilleur indicateur d'exposition pour la chaleur et le froid? Bon, la littérature scientifique est unanime, c'est la température. Il n'y a pas un autre indicateur pour évaluer l'exposition. Nous, ici, il y a plusieurs types de température, mais nous, on va voir ici trois types. La température observée actuelle,
la température prévue et la température ressentie. La température observée actuelle, c'est celle mesurée dans les stations météorologiques. Elle indique l'exposition réelle à un moment donné de la journée. Ça peut être intéressant, cet indicateur, par exemple, lorsque les enfants sortent à la récréation, donc on peut savoir s'ils sont exposés à la chaleur ou au froid à ce moment précis. Donc, pour cela, on utilise la température observée actuelle. Mais on a aussi la température prévue. La température prévue, ce sont les prévisions faites par l'Environnement Canada et ces prévisions sont données par région de prévision. C'est important de faire la différence que les températures prévues ne sont pas liées aux stations météorologiques, sinon à région de prévision. Chaque région sous-sanitaire peut avoir entre 1, 2, 3, même 4 parfois, ou plus régions de prévision. Et la température prévue nous donne une idée de l'exposition prévue, pas réelle, mais prévue pour les prochains jours ou semaines. Donc, ça peut être, nous, on utilise cette température prévue pour les vagues de chaleur et pour les vagues de froid. Donc, on a, comme les interventions ont besoin d'une préparation, c'est intéressant de prévoir qu'à partir de demain, par exemple, on va avoir une période de chaleur de 3 jours ou une période de vague de froid de 2 jours. On utilise les températures prévues pour les vagues de chaleur et le froid, par exemple. Un autre concept un peu moins utilisé, mais qui est plutôt lié au froid, c'est la température ressentie. C'est pas vraiment une température parce qu'il n'y a pas d'unité de mesure, mais il est présenté comme avec les mêmes échelles de valeurs que la température pour pouvoir les interpréter. Donc, un exemple de température ressentie, c'est les indices de refroidissement éolien. Il utilise trois valeurs, la température, la vitesse du vent et l'humidité relative. Et pourquoi on fait cela? Parce que c'est connu que ce qu'on ressent comme froid, c'est la combinaison de plusieurs facteurs, dont la vitesse de vent et l'humidité relative. Parce que c'est connu que plus la vitesse du vent ou l'humidité est élevée, la sensation de froid peut augmenter pour une même température. Donc, on a ces trois types de températures qui peuvent être utilisés pour fixer des seuils. L'autre question, pour fixer des seuils, on doit se poser la question, quelles sont les caractéristiques nécessaires des indicateurs d'exposition pour pouvoir les utiliser comme valeur seuil. Donc, on a deux caractéristiques nécessaires. C'est la disponibilité en temps réel. Il faut que ces indicateurs soient disponibles en temps réel pour pouvoir l'utiliser comme valeur seuil et qu'ils soient fiables. Les températures données par l'Environnement Canada, tant l'observé comme l'a prévu, ou les températures ressenties répondent à ces deux critères. Sont disponibles en temps réel et sont très fiables. Donc, on sait déjà qu'on peut les utiliser comme un indicateur d'exposition. Maintenant, si on parle des indicateurs d'impact, on va faire la différence entre l'impact du froid sur la santé et la question qu'on doit se poser, c'est quels sont les meilleurs indicateurs d'impact pour le froid. Donc, ici, la littérature scientifique nous donne plusieurs idée. On a les engelures, c'est la peau gelée. Lorsqu'il fait froid, la circulation du sang du corps humain préfère s'en aller vers les organes vitaux. Donc, il laisse moins irriguer la peau. Donc, dans ces circonstances, la peau peut geler. Et aussi, on a vu, c'est rapporté qu'il y a des impacts sur la santé cardiovasculaire, comme l'angine, la douleur à la poitrine, les arythmies ou même les infarctus. Aussi, c'est rapporté des impacts sur la santé respiratoire, comme les crises d'asthme. Et une condition assez importante, sérieuse, c'est l'hypothermie qui arrive lorsque la température du corps est inférieure à 35 degrés. À partir de ces impacts, on peut facilement deviner que les meilleurs indicateurs sont le transport ambulancier, les admissions à l'urgence
les hospitalisations et la mortalité. On doit se poser la même question pour la chaleur et la littérature scientifique, encore une fois, nous aide à définir quels sont les impacts qui se présentent. On a les coups de soleil, que c'est la peau brûlée. Aussi, il y a des impacts sur la santé cardiovasculaire. On a l'hypertension ou des arythmies et des impacts sur la santé respiratoire, comme les allergies, et aussi un impact important, c'est le coup de chaleur qui peut même nous mener à la mort. C'est lorsque la température du corps est supérieure à 40 degrés Celsius. Et encore une fois, on voit que les indicateurs pour la chaleur sont les mêmes que pour le froid. On peut utiliser les transports ambulanciers, les admissions à l'urgence, les hospitalisations et la mortalité. Et ça, comme pour le froid, on peut les utiliser soit en façon générale, par exemple la mortalité toute cause, ou plus spécifique comme la mortalité pour maladies cardiovasculaires ou maladies respiratoires, etc. Mais ça ne suffit pas qu'il y ait un lien entre l'exposition et un problème de santé. Les indicateurs d'impact doivent répondre à certains critères. Donc, la question ici, c'est quelles sont les caractéristiques nécessaires des indicateurs d'impact pour pouvoir déterminer les valeurs seuil de température. En fait, il y a une seule caractéristique nécessaire et c'est qu'il existe une bonne réactivité de l'indicateur d'impact face à la chaleur ou froid. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les pics ou l'augmentation de l'indicateur d'impact soit important et que ce pic qui se présente proche du début de la période de chaleur ou de froid. Si ces conditions ne se remplissent pas, c'est très, très difficile de déterminer les valeurs seuil de température. Donc, je vous dis ça parce que c'est connu que pour la chaleur, en général, les impacts deviennent rapidement. Une fois que la période de chaleur est commencée, on peut voir immédiatement une augmentation importante de la mortalité, par exemple, au début, même la journée même de la première journée de la vague de chaleur. Pour les froids, ce n'est pas le cas. On a un peu plus de difficultés. La littérature scientifique nous montre que tant la mortalité comme les maladies peuvent se présenter quelques jours, voire semaines après, ce qui dificulte la détermination des valeurs seuil de température. On va le voir après. Et une autre condition que ce n'est pas nécessaire, mais c'est idéal, c'est que cet indicateur d'impact soit disponible en temps réel. Ça permet aux intervenants de suivre en temps réel l'état de santé de la population et ça peut être une information assez intéressante à avoir, mais pas nécessaire, comme je vous ai dit. Donc, maintenant, on va voir quelques exemples de seuils qui sont déjà existants ou qui sont en train d'être proposés. Le plus connu, c'est le seuil de chaleur extrême qui est utilisé dans le système suprême et c'est pour la population générale. L'indicateur santé, c'est la mortalité toute cause. Et cet indicateur a une bonne réactivité et une surmortalité importante dès la première journée de la vague de chaleur, comme je vous ai dit tantôt. Et en plus, il est disponible en temps réel. L'indicateur d'exposition, c'est la température prévue, maximale et minimale des 3 prochains jours. Et les seuils établis sont la température maximale qui varie entre 31 et 33 degrés Celsius, dépendamment de la région socio-sanitaire, et la minimale entre 16 à 20 degrés Celsius. Pour ce type de seuil, pour ce seuil, on sait que le nombre d'alertes par année, par région socio-sanitaire, varie entre 1 à 2 en moyenne, ce qui est un nombre adéquat d'alertes. Pourquoi c'est important? Parce que c'est connu que si le nombre d'alertes est trop élevé, ça peut provoquer quelque chose connu comme la fatigue d'alerte. Cette fatigue d'alerte est importante parce que ça peut avoir un impact sur l'efficacité des interventions. C'est connu, donc on essaie
toujours que les seuils utilisés ne donnent pas trop d'alertes qui puissent mener à la fatigue d'alerte. Pour le seuil froid, l'Institut national de recherche scientifique, l'INRS, a proposé, maintenant on va voir seulement des seuils proposés. Le seuil actuel qui est en vigueur, c'est le seuil chaleur qu'on vient de voir tout à l'heure pour la mortalité toute cause, mais maintenant on va voir les seuils qui sont en train d'être évalués ou proposés pour être utilisés probablement dans le système suprême. Donc, les seuils de froid pour la population générale, l'indicateur de santé, c'est la mortalité toute cause. Donc, dans cette étude de l'INRS, on a vu qu'il y a une surmortalité dès la première journée de la vague de froid. Cependant, ce n'est pas si important. Le pic, ce n'est pas si important que comme pour la chaleur. Et en plus, il y a un lien un peu plus complexe parce que les pics, c'est pas forcément, se présentent pas forcément des premiers jours de la vague de froid, mais ça peut prendre quelques jours. Et en plus aussi, les délais, comme je vous disais, il y a des décès qui peuvent venir plusieurs jours après, surtout les délais reliés à problèmes respiratoires. On peut le trouver parfois 1 ou 2 semaines après le début de la vague de froid. Donc, tout ça a fait que le lien entre l'indicateurs santé et l'indicateur d'exposition est un peu complexe. Cet indicateur mortalité toute cause, comme pour la chaleur, est disponible en temps réel. Et l'indicateur d'exposition, c'est le même que pour la chaleur, c'est la température prévue maximale et minimale, mais pour les 2 prochains jours seulement. Et les seuils sont le maximal -15 à -23 et le minimal de -20 à -29 degrés Celsius. Ici aussi, on a calculé que le nombre d'alertes en moyenne par année par RSD, c'est 1 à 2, ce qui semble très adéquat. Maintenant, le seuil de froid pour la population générale, mais pour l'indicateur santé, hospitalisation toute cause. On a, dans l'étude de l'INRS qui a proposé ce seuil, ils ont regardé qu'il y a une augmentation de la première journée de la vague de froid, mais comme pour la chaleur, cette augmentation est en fait, c'est plus important que pour les décès, mais quand même, le lien est complexe avec on peut trouver une augmentation de l'hospitalisation quelques jours, même semaines après le début de la vague de froid. Donc, il faut tenir ça en considération quand on interprète ces données. La disponibilité en temps réel de l'hospitalisation toute cause est disponible. Et l'indicateur d'exposition, c'est quand même c'est le même, c'est la température prévue maximale et minimale des 2 prochains jours. Les seuils sont celui qui sont montrés ici. Et le nombre d'alertes, c'est aussi adéquat parce qu'on calcule qu'il va y avoir pour ces seuils-là de 1 à 2 alertes par année par région sanitaire. Concernant les enfants qui sortent à l'extérieur de la récréation, on a choisi l'indicateur santé, les engelures. C'est un indicateur qui présente une réactivité assez bonne. Il y a un lien, la littérature scientifique nous montre un lien très étroit entre la température et les engelures. Par contre, la disponibilité de cet indicateur en temps réel, c'est inconnu, je ne sais pas en fait. Et je pense qu'on ne pourrait pas l'avoir, cet indicateur en temps réel, mais ça reste à vérifier. L'indicateur d'exposition que nous proposons dans un rapport qu'on est en train de faire, c'est la température observée ou aussi l'indice de réfrigération éolien observé. Le seuil proposé, c'est -27 degrés Celsius. Ça veut dire qu'une fois que la température observée est inférieure ou égale à -27 degrés Celsius, on devrait annuler la sortie des enfants.
Et si la température, par contre, est seulement moins 15 degrés Celsius, on pourrait limiter la sortie des enfants à seulement 20 minutes. Ces seuils ont été basés sur les recommandations de la Société canadienne de pédiatrie et déjà utilisés par plusieurs régions. Donc, ce ne serait pas un problème de proposer et de mettre en œuvre ces valeurs de seuil. Aussi, concernant le nombre d'alertes par année, par région sanitaire, ce ne serait pas si élevé et serait en principe adéquat. Finalement, le seuil froid pour les personnes en situation d'itinérance, c'est le seuil qui pose plus de problèmes. L'indicateur santé, c'est l'hypothermie. Cependant, la réactivité de l'indicateur face au froid, ce n'est pas connu. Il n'y a pas assez d'informations au Québec et à l'international, il y a très peu d'informations. Et la disponibilité en temps réel de cet indicateur, non, il y a plusieurs problèmes reliés à ces groupes de personnes parce que ils n'ont pas l'habitude d'aller aux urgences, ils ont un problème de santé ou s'ils vont, ils n'ont pas de carte d'assurance maladie. Donc, c'est difficile d'évaluer si cet indicateur est bon. Mais on sait que par la littérature scientifique que l'hypothermie est un problème important avec ces groupes de personnes en situation d'itinérance. L'indicateur d'expression proposé sera la température minimale prévue. L'idée, c'est de laisser le temps aux intervenants de s'organiser devant une prévision d'une température minimale. Toutefois, le seuil, quand vous allez regarder, c'est seulement moins 5 degrés Celsius s'il n'y a pas de précipitations et 0 degrés Celsius s'il y a des précipitations. Comme vous imaginez, le nombre d'alertes par année par région sanitaire, si ces seuils seront utilisés, serait très élevé. Donc, on devrait se poser la question sur le fait que c'est adéquat ou pas d'utiliser ces seuils. Cependant, c'est les données qu'on trouve dans la littérature scientifique, mais l'application dans ces cas-ci est à évaluer. Donc, des conclusions. Pour les valeurs seuil de chaleur, en général, on sait qu'il y a une bonne réactivité, surtout pour la mortalité toute cause. Le nombre d'alertes dépend de l'indicateurs d'impact. Pour la mortalité toute cause est adéquat et pour l'hospitalisation, on s'attend à un nombre plus élevé d'alertes. Donc, ce n'est pas encore étudié. L'INRS peut-être pourrait faire une étude sur cet indicateur d'impact, mais on s'attend que le nombre d'alertes soit plus élevé. On va évaluer son application postérieurement. Pour le seuil froid, la réactivité en général, c'est à évaluer. Apparemment, pour la mortalité toute cause est adéquat, mais c'est moins clair pour les hospitalisations et pour un autre indicateur d'impact. Pour le nombre d'alertes, ça dépend des populations et des indicateurs, mais pour la population générale, la mortalité, par exemple, semble adéquate et il y a peu d'alertes, on devrait s'attendre à peu d'alertes. Pour les enfants sortant à la récréation à l'extérieur, semble aussi le nombre d'alertes adéquat, mais par contre, pour la personne en situation d'itinérance, c'est possible qu'il soit un peu trop élevé, donc on doit évaluer la pertinence d'établir des seuils pour les personnes en situation d'itinérance, pour le froid. Je vais vous partager avec vous cette présentation avec quelques références. Et merci. Et si vous avez des questions.
Merci beaucoup, Rai, pour cette présentation très intéressante. En attendant vos questions dans le chat, j'ai envie de faire un peu de diffusion d'informations. Il y a un rapport qui a été soumis la semaine dernière par le Centre Intact de l'Université Waterloo qui s'appelle Chaleur extrême irréversible, protéger les Canadiens et les Canadiennes et les collectivités d'un avenir mortel. Donc, c'est un rapport qui est intéressant, qui va établir différents éléments pour se protéger contre la chaleur, que ce soit en matière de comportement ou en matière d'adaptation grâce aux infrastructures vertes ou encore aux infrastructures grises. Donc, je vous partage le lien dans le chat. Vous pouvez le consulter. C'est un rapport intéressant que Joanna Ikem et Blair Feldman ont réalisé. Donc, ça s'ancre bien dans cette conférence où on vous parle de chaleur. Voilà. Il y a quand même quelqu'un de très gentil qui l'avait posté avant moi. Donc, on a beaucoup de commentaires, de remerciements, de très intéressants. Bravo. Bravo, Rai, short and sweet, de la part de Faté. Donc, si vous avez des informations, on a Mélissa Généreux aussi qui nous dit, je trouve très intéressant de parler de seuils de froid différents selon les populations ciblées. Pour les itinérants, il semble que ça le pousse pour une approche préventive tout au long de l'hiver. Effectivement, on te remercie aussi pour la présentation. J'ai envie de faire quelque chose d'un peu inhabituel dans notre série de conférences. Généralement, les questions ne sont que dans le chat. Cependant, si jamais on avait des personnes de direction de santé publique qui avaient envie de partager leur expérience en matière d'utilisation des seuils de chaleur, d'utilisation potentielle de seuils de froid, ce serait vraiment intéressant et on pourra vous laisser le micro ouvert. Vous avez simplement à en faire la demande dans le chat et puis on vous cédera la parole. Il y a une question de David Gonzalez qui nous dit pour la chaleur, la réactivité des indicateurs transport ambulancier, admission à l'urgence et hospitalisation n'a pas été abordée si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a une raison? Alors, Ray, si tu veux apporter d'informations. Non, il n'y a pas une raison spécifique à ça. C'est parce qu'on connaît très bien, et oui, la réactivité de ces indicateurs, surtout de transport ambulancier, c'est très bon, même excellent. Donc, oui, c'est quelque chose qui reste à faire, d'établir des seuils. Et le risque, c'est que lorsqu'on a si c'est tellement bon, si peut-être c'est pas assez c'est adéquat parce que je dis ça pourquoi? Parce que le transport ambulancier, le nombre de transports ambulanciers, c'est beaucoup plus élevé que les décès. Donc, on risque d'avoir des seuils qui provoquent des alertes plus nombreuses qu'avec les décès. Et donc, il faut évaluer ces deux façons de voir, mais oui, le transport ambulancier, c'est un très, très bon indicateur. Merci beaucoup, Rai. On a Mélissa Généreux qui souhaiterait prendre la parole. Alors, Guillaume, si tu peux lui ouvrir son micro et puis on pourra écouter les commentaires de Mélissa. Alors, Mélissa, toi la parole. Désolée, j'écrivais à hôtes et panélistes au lieu d'écrire à tout le monde, mais tu nous as invités un petit peu à partager nos expériences en région pour le froid. Justement, là, je trouve ça, je vais le réitérer à voix haute que le fait qu'on se mouille un petit peu plus, puis de dire qu'effectivement, d'avoir des seuils uniques, ça ne marche peut-être pas dans le contexte de la situation d'itinérance. Et je voulais juste voir ou lancer un peu le message qu'on est quelques régions qui commencent à se mobiliser, à travailler ensemble parce que c'est réellement un défi. Tu sais, j'aimais bien le concept de fatigue d'alerte. Si on se fie à des seuils, le fameux -20, qui n'est pas vraiment un seuil scientifique, mais on avait reçu une correspondance de notre directeur national de santé publique qui disait que dès qu'il fait -20, assurez-vous que les itinérants aient un endroit pour dormir. Ça nous a fait travailler très, très fort. Puis ça, tout le monde est parti avec ce seuil-là sans que ce soit vraiment le seuil scientifique. Donc, bref, je pense vraiment que de faire toujours du va-et-vient, de toujours mobiliser l'équipe en santé mentale, la sécurité civile, les municipalités pour dire « Oups, il fait froid. Ah, là, c'est correct. Ah, oups, il fait froid. » On l'a fait plusieurs fois cet hiver parce que c'était particulièrement froid et ça fait comme pas de sens. Il y a une fatigue d'alerte, mais il y a une fatigue de mobilisation des gens. Alors que de toute façon, ce que Raid vient de nous dire, c'est que dès qu'il fait en bas de zéro, essentiellement, c'est pas nécessairement très bon pour la santé des personnes en situation d'itinérance que de les laisser dormir dehors. Donc, je voulais juste vraiment leur dire à voix haute que je suis
suis absolument convaincue qu'on doit travailler avec une stratégie beaucoup plus à l'hiver long pour ce type de clientèle-là. Puis je me demandais s'il y a d'autres personnes qui avaient déjà un peu commencé à travailler en ce sens-là dans d'autres régions. Merci beaucoup pour ton intervention, Mélissa. Très, très intéressant. Et puis, c'est le fun d'avoir cette approche des régions également qui vient compléter la littérature et tout le travail qui est fait en amont de la part des équipes scientifiques. On pose, je défile le chat, donc si jamais il y en a d'autres qui veulent prendre la parole, vous le mentionnerez. Raïs, tu veux intervenir? Oui, juste pour compléter ce qui vient d'être mentionné par Mélissa, oui, dans plusieurs pays, ils ont opté plus pour une approche de toute la saison d'hiver que pour l'approche sol, disons, parce que justement, l'hiver, le comportement de l'hiver par rapport aux indicateurs d'impact, c'est que la mortalité, par exemple, ça commence presque immédiatement commencer l'hiver, l'augmentation de mortalité est importante. Et ça reste le même pendant tout l'hiver. Et lorsqu'il y a une vague de froid, le pic n'est pas si important. Donc, c'est dur à établir des seuils pour cette raison. Plusieurs pays ont préféré d'avoir une vision plutôt de prévention, mais tout au long de l'hiver qu'établir des seuils d'intervention. Je voulais juste préciser cela. Merci beaucoup. On a Michel Savard qui souhaiterait interagir sur, j'imagine, sur cette question-là. Donc, Guillaume, si tu peux autoriser Michel à pouvoir discuter avec nous. Michel, oui. Vous avez la parole. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Écoutez, je n'ai pas grand commentaire, je trouve que c'est vraiment excellent et d'avoir des seuils différents, adaptés. Et ma seule préoccupation, c'était pour les itinérants, parce que il y a le froid aussi, il y a les seuils sanitaires, mais je suis juste un petit peu inquiet là, par rapport à cette clientèle-là. Mais je trouve ça, en résumé, c'est vraiment une très belle présentation. J'ai beaucoup apprécié et je vous remercie beaucoup. Merci, merci à vous de votre commentaire. Est-ce que tu souhaitais réagir? Sinon, on peut y aller avec une prochaine question. Merci. Parfait. Alors, on a une question de Simon Baudouin qui nous demande quelles sont les projections climatiques à l'échelle du Québec concernant les vagues de froid? Répétez la question, s'il vous plaît. Oui, oui. Quelles sont les projections climatiques à l'échelle du Québec concernant les vagues de froid? Je sais que les vagues de froid, je ne connais pas, ce n'est pas mon expertise, mais je sais que les températures vont descendre. Le nombre de vagues de froid vont diminuer, mais pas forcément les intensités. C'est ça que je sais en général. Je ne sais pas si quelqu'un peut compléter. Merci. On peut poursuivre. Si jamais il y a quelqu'un qui veut mettre plus d'informations dans le chat, ce sera intéressant. On a une question de Mélie Monera, qui a une question concernant les seuils d'alerte pour les chaleurs, étant donné l'augmentation de la fréquence des événements de chaleur extrême dus au changement climatique. Quelles seraient vos recommandations pour éviter la fatigue d'alerte qui risque d'augmenter? Mais en fait, nous, à l'Institut, on révise à tous les 7 ans. C'est ça notre objectif, de réviser les seuils. C'est ici justement pour cela qu'on les révise, parce qu'on s'attend à une augmentation d'intensité, du nombre de vagues de chaleur. Mais en même temps, il y a une adaptation qui se fait, une adaptation physiologique. Donc, même si ça peut augmenter le nombre de vagues de chaleur, c'est possible que les seuils aussi vont augmenter. Donc, à la fin, on va avoir peut-être une augmentation, mais pas très significative des alertes. Je ne pense pas que c'est une préoccupation pour l'instant. Merci pour cette réponse. On a une autre question de la part de Susan. Avez-vous pensé tenir compte des températures extrêmes sur les travailleurs? Certaines stratégies de prévention sont distinctes et y a-t-il d'autres indicateurs de surveillance qui pourraient
excusez-moi, élargir l'aperçu du fardeau de la maladie? Je ne connais pas pour les travailleurs. En général, la révision des études, on ne s'est pas penché sur les travailleurs parce qu'ils sont un groupe spécial de personnes. En général, sont en bonne santé. En général, il y a des lois qui les protègent de l'exposition au froid, à la chaleur. Et donc, nous, on ne s'est pas penché, mais en général, on pense que ce n'est pas une population très à risque, disons. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres indicateurs de surveillance qui pourraient élargir l'aperçu du fardeau de la maladie? Non, pas à ma connaissance, non. Merci. Prochaine question. En fait, c'est de Nathalie Couture qui nous dit en itinérance, on ouvre des haltes chaleur dans plusieurs régions pour de brèves périodes, par exemple de janvier à fin mars. Le fait est cependant que le froid persiste bien au-delà de la fin mars, donc c'est des haltes, oui, pour avoir, c'est ça, en cas de froid pour se réchauffer. Donc, le fait est cependant que le froid persiste bien au-delà de la fin mars au Québec, surtout si on se fie à un seuil de -5 pour le risque d'hypothermie. Même ce matin à Québec, c'était 0 degré. Dans la lignée de Docteur Généreux, pour éviter les allers-retours, il serait intéressant de s'adapter et d'allonger la période de service. Donc, je ne sais pas si tu souhaitais interagir sur ce commentaire de la part de Nathalie. Ben, non, c'est intéressant, c'est ce qu'on discute actuellement avec différentes régions, mais on n'a pas de réponse à cela. Mm-hmm. Prochain commentaire ou question de la part de Diane Langlois. En Montérégie, un portrait est en cours concernant les personnes en situation d'itinérance et le froid intense. Obtenir des seuils de froid est le bienvenu. Je suis en accord avec le fait d'avoir un seuil de moins de 0 degré, c'est effectivement plus réaliste. C'est vraiment intéressant d'avoir, je le répète, là, mais d'avoir vos expertises et d'avoir votre réalité dans vos régions. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres interventions des personnes qui souhaiteraient prendre la parole pour alimenter la discussion? Concernant les travailleurs, on a notre collègue Ariane Adam-Poupard qui travaille sur la question des travailleurs. Puis j'essayais de chercher en même temps pour vous mettre en référence une de ses publications, mais c'est disponible sur le site de l'INSPQ. Il y a Dr. Susan Stock qui a levé la main, donc on peut Guillaume, si tu veux lui céder la parole et ouvrir son micro. Merci. J'ai voulu juste dire que excuse-moi, et je voulais dire que, en effet, l'hypothermie et les coups de chaleur sont des vraies maladies professionnelles chez les travailleurs. Il y a des données dans les données d'indemnisation qui peuvent ajouter à la surveillance sur la problématique. Et je suis certaine d'autres de mes collègues peuvent aussi parler de ça, mais c'est une autre population qui est touchée. Les stratégies de prévention sont différentes que pour la population générale et les personnes âgées dans leur domicile. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. J'ai trouvé ici une publication de notre collègue Ariane Adam-Poupard qui est disponible sur la chaleur des travailleurs et travailleuses canadiens, regarde sur les provinces du centre et de l'ouest du Canada. Donc, ça sera assurément intéressant en matière de chaleur, de changement climatique. Ray, moi, j'avais quelques questions pour toi en attendant voir si on a d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir. Lorsqu'on parle des seuils pour les enfants, la Société de pédiatrie nous indique que c'est de quel âge à quel âge? Est-ce que c'est moins de 12 ans? Oui, je ne me rappelle pas exactement, mais je pense qu'on parle des enfants autour de 6 à 7 ans. 6-7 ans. OK, Il y a parfait. des études qu'on fait en Finlande, c'était sur les enfants de 6 à 7 ans et elle arrive même presque les mêmes valeurs de seuil et aux mêmes recommandations. Puis, en matière de chaleur et de chaleur ressentie, on n'aborde pas la question, ou en fait, tu ne l'as pas abordé, du fameux facteur humidex dont on entend parler l'été. Est-ce que ça a un impact sur la santé, sur les seuils de chaleur ou pas du tout? Nous, par exemple, dans le système suprême, on n'utilise pas l'humidité.
même si on l'a comme une valeur prévue, mais nous, on les donne cette information aux régions et eux, ils peuvent décider quoi faire avec cette information, s'ils décident d'entamer une intervention, même si les seuils n'ont pas encore été rencontrés. Mais on laisse aux régions parce que la littérature n'est pas claire. Donc, on préfère donner cette information et c'est aux régions d'en décider quoi faire. Parfait. Donc, vraiment, on leur fournit toute l'information pour qu'ils soient en mesure ensuite de déployer leur plan chaleur. Oui, parce que ça arrive, hein, pour la chaleur, ça arrive que les seuils ne sont pas rencontrés, mais les régions peuvent décider d'intervenir et le contraire aussi, c'est possible. Même s'il y a une alerte chaleur, les régions peuvent décider de ne pas intervenir ou d'attendre un petit peu. Mm-hmm. Il y a quelqu'un qui nous dit, en parlant de temps réel, devrait-on plutôt dire temps opportun? Mais le temps réel pour nous, c'est autant quasi réel d'avoir, par exemple, qu'est-ce qu'on a, les admissions à l'urgence, on les a le lendemain, tôt le matin, le lendemain de toute l'information de la veille. Donc, pour moi, pour nous, ça, c'est temps réel. On pourrait avoir le temps réel. Le vrai réel, c'est l'avoir immédiatement et la donnée rentrée dans une base de données. On devrait l'avoir, c'est possible, mais on n'a pas encore accès. Le concept comment dire, le temps opportun, je ne connais pas, mais je pense que c'est à peu près la même chose. Parfait. Tu nous mentionnais qu'avec les changements climatiques, la température, notre corps va s'adapter physiologiquement pour être en mesure de supporter de plus grandes chaleurs. Et puis, je me demandais, les seuils qui ont été fixés, est-ce qu'ils considèrent le fait que, par exemple, si demain matin, on avait une vague de chaleur au Québec alors qu'on arrive d'un hiver, puis notre corps n'a pas eu le temps encore de s'adapter, est-ce que ces seuils-là considèrent cette réalité-là? En fait, l'INRS a fait une étude et a évalué indirectement ça. Ils ont trouvé que les impacts ne sont pas les mêmes. Pour une même température, semble-t-il que les impacts sont plus importants au début et à la fin de l'été ou de l'hiver. Et c'est à cause de l'adaptation. Donc, on commence à parler d'avoir des seuils spécifiques pour chaque mois. Ça peut être intéressant, mais reste à étudier, à évaluer si Fatih est là, elle pourrait compléter. Il était là tout à l'heure, je ne sais pas s'il est toujours là. C'est bien intéressant, ça aussi. Donc, Réjean nous dit donc relativement près du présent, comme temps opportun. Oui. Moi, la dernière question que j'avais pour toi, puis n'hésitez pas, là, les gens dans la salle, si vous avez d'autres questions ou d'autres interventions, vous souhaitez partager d'autres expériences, on a encore un petit peu de temps devant nous. Tu le mentionnais justement tout à l'heure que ça serait possible d'avoir des seuils par mois, par région. Est-ce que vous voyez d'autres opportunités d'amélioration, d'autres seuils qu'on devrait développer afin d'être en mesure de mieux gérer nos impacts sanitaires sur la population en matière d'aléas climatiques, de froid et de chaleur notamment? Le problème avec les décès, et pour certaines régions, c'est qu'on peut avoir 1 ou 2 décès par jour, parce que nous, on évalue ça par jour. Donc, si on a un décès de plus, on a 50%, une augmentation de 50%, mais qu'est-ce que ça veut dire ça du point de vue pour la santé publique? Donc, on pense utiliser d'autres indicateurs comme les hospitalisations, par exemple. Donc, ça, dans ce sens, ce serait très intéressant peut-être d'établir des seuils pour l'indicateur d'hospitalisation pour la chaleur. Parce qu'on aurait plus de cas, plus d'événements et ça serait plus sensible, probablement. Mais les seuils vont augmenter, probablement. Donc, d'où l'importance de ne pas être statique puis d'être précurseur de l'évolution aussi, puis de ne pas attendre que les choses se passent, mais d'utiliser les prévisions, oui. Oui, exact. Parfait.
Donc, je vois qu'on n'a plus d'autres questions dans le chat. On va mettre fin à la période de questions. L'adresse de Mon Climat, Ma Santé sera inscrite dans le chat et puis vous pourrez poser toute question là, que vous pourriez avoir en lien avec les webinaires. Donc, maintenant, il me reste à vous à remercier Rai, bien sûr, pour cette présentation très éclairante. Puis tous les gens qui ont assisté, oui, ce webinaire. Je remercie aussi Guillaume Gravel, pilote, qui s'est occupé de l'aspect technique de l'événement. Notre prochain webinaire, il nous en reste 2. Hein. Notre prochain webinaire aura lieu le 19 mai prochain. Il va aborder le phénomène d'éco-anxiété et d'engagement citoyen là, qui est fort présent présentement dans les médias. On a plusieurs médias de grand public là, qui en traitent présentement. Donc, éco-anxiété, engagement citoyen ou encore comment transformer la détresse en moteur d'action pour contrer la crise climatique. Il sera présenté par Maxime Boivin, qui est conseillère scientifique spécialisée à l'Institut national de santé publique du Québec. Donc, encore une fois, merci Rai. Merci à vous tous pour votre intérêt et votre présence. Vous allez recevoir bientôt un courriel qui contiendra un lien vers un questionnaire d'évaluation du webinaire, puis un autre lien qui vous permettra de revisionner le webinaire puis de le partager dans votre réseau. Alors, je vous remercie à tous, puis on se voit le 19 mai prochain. Merci beaucoup. Merci, Lenny. Bye. Merci.